Nouvelle vidéo de chronique politique et aujourd'hui on va parler de la rentrée politique de 2023 qui s'annonce déjà très mouvementée. Il va s'en passer des choses, croyez-moi. Généralement autour de cette période, c'est-à-dire le mois d'août, voire la fin du mois de juillet, en général, au niveau politique, il ne se passe rien. Déjà les gens sont désintéressés, ils vont moins cliquer sur les gros titres quand ils voient quelque chose par rapport à la politique. Les gens ont tendance à s'en foutre un tout petit peu et les politiciens sont en vacances. Macron est en vacances, on a vu toutes les photos avec Brigitte et s'il vous plaît arrêtez de partager ces conneries. J'essaie d'être objectif quand je fais ces chroniques mais j'en profite pour faire passer ce message. S'il vous plaît, tout le monde s'en fout de voir des photos de Macron en vacances. Mini coup de gueule passé, on a plein de sujets à aborder, bien sûr Macron, le sujet de l'inflation, les européennes, la fameuse loi sur l'immigration et bien évidemment le retour de Sarkozy. Donc, on va commencer directement. Je pense qu'on peut attaquer le premier article. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer des articles, des gros titres, mais ne vous en faites pas, on va pas se mettre à tout simplement lire des articles. Non, je vais essayer de manière plus ou moins objective de vous résumer mes pronostics, ce que je pense qu'il va se passer pour la rentrée politique 2024. Donc on a déjà cet article de La Dépêche. Emmanuel Macron cogite sur son initiative d'ampleur pour sa rentrée politique. Je crois que c'était en fin juillet. Macron avait annoncé que à la rentrée, il présenterait une initiative politique d'ampleur. Certains pensent que Macron ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Moi, je pense qu'il a au contraire une très bonne idée. Macron, en général, il ne balance pas ce genre de choses au hasard. Peut-être que ça peut être tout simplement la loi sur le septennat. Ça fait depuis 2018 qu'il y a ces rumeurs-là, il y a même certains députés, La République En Marche qui en avait parlé. Il est possible que Macron mette en place le septennat, et vous savez comment ça se passe en général. Le septennat qui est le fait de passer d'un mandat de 5 ans du président de la République à un mandat de 7 ans. Vous savez comment ça se passe en général, les compteurs sont remis à zéro, ce qui fait que d'après mes calculs, on aura Macron jusqu'en 2034, en partant du principe que, alors 2027, il se fait réélire pour cette année, donc ça fait 2034, et cette année de plus, ça fait 2041. Est-ce que vous êtes prêts à Macron jusqu'en 2041? Bien évidemment, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il va réellement rétablir le septennat, mais il y a quand même cette possibilité, peut-être qu'il va en parler, puisque Macron arrive à la fin de son mandat en 2027, donc là, il n'arrive pas à la fin de son mandat maintenant, je dis qu'en gros, à la fin, quand il arrivera à la fin de son mandat, eh bien, il n'aura personne pour reprendre sa place. Je vous en ai déjà parlé, je crois, mais Macron, le seul qui était capable de lui succéder, à mon sens, c'était Édouard Philippe. Macron s'est entouré de sous-fifres, il s'est entouré de gens qui étaient plus ou moins incompétents, puisque je pense que Macron déteste qu'il y ait une tête qui dépasse, et dès qu'il y a une tête qui dépasse, il se passe comme ça s'est passé avec Édouard Philippe, c'est-à-dire qu'on coupe la tête une bonne fois pour toutes. Malheureusement, pour Édouard Philippe, il était plus populaire que Macron, ce qui fait que même si ils ont présenté le retrait d'Édouard Philippe comme étant quelque chose de volontaire, puisqu'apparemment il voulait revenir au Havre, j'allais dire Havre de paix, désolé, je ne veux pas faire de jeu de mots, je suis un peu fatigué, des fois ça sort comme ça. Ils ont essayé de présenter ça comme étant quelque chose de voulu, quelque chose de volontaire, sauf que je ne pense pas, je pense que Macron a sciemment évincé Édouard Philippe, il l'a écarté, j'en veux pour preuve le fait qu'il ait nommé Jean Castex, qui est toujours considéré comme une blague aujourd'hui. Il s'entoure de gens incompétents, et les gens qui présentent un minimum de potentiel, il les envoie au casse-pipe, par exemple. Elisabeth Borne, qui l'a envoyé au casse-pipe avec le 49.3, et Gérald Darmanin, qui est envoyé à chaque fois qu'il y a un sujet qui est sensible. Son poste de ministre de l'Intérieur ne le protège absolument pas, bien au contraire. Donc voilà, cette grosse annonce, je sais pas exactement ce que ça sera. C'est possible que ça soit le septennat, ce qui permettra à Macron de continuer à gouverner la France sans avoir de concurrence, puisque voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui succède. On verra comment ça va se passer. Alors tout le monde attend. Mais certains sont plus que pessimistes. On a donc ce passage que je voulais vous lire. Vice-présidente de l'Assemblée nationale, la députée PS du Tarn-et-Garonne Valérie Rabault est dubitative sur l'initiative que veut présenter Emmanuel Macron. Je crains que l'initiative du président soit assez vaine. Ce qui s'est passé depuis un an ne va pas dans le sens de dire on essaie de trouver un consensus. Vous remarquerez le niveau d'expression assez médiocre de certains qui prétendent représenter la nation.
Ce qui s'est passé depuis un an ne va pas dans le sens de dire on essaie de trouver un consensus. Ah mon dieu que c'est lourd. Le consensus, ça ne peut pas être les propositions de Renaissance imposées aux autres, dit-elle. Il faut que Renaissance prenne des propositions qui ne viennent pas d'elle. Quand cette députée dit que le consensus, ça ne peut pas être les propositions de Renaissance imposées aux autres, et quand elle dit il faut que Renaissance prenne des positions qui ne viennent pas d'elle, elle le dit je pense qu'elle le dit avec un certain sous-texte négatif, dans le sens où la Macronie considère que si elle ne peut pas t'imposer certaines idées, certaines réformes, son projet de société aussi flou, voire inexistant soit-il, eh bien il considère que c'est une mauvaise chose, puisque la Macronie considère sérieusement, ça se voit moins dans son discours que dans ses actes et sa manière de faire du discours politique, il considère que tu fais partie des méchants de l'histoire. C'est quelque chose qu'ils ont bien réussi à mettre dans la tête des Français aujourd'hui, où les deux oppositions, c'est-à-dire le Rassemblement National et la NUPES, même si la NUPES n'existe pas réellement, la France Insoumise, eh bien la Macronie essaie constamment de faire passer ces deux forces politiques comme étant des populistes, complotistes, etc. Vous connaissez mes idées là-dessus. Donc, voilà, cette réforme politique d'ampleur, alors en effet, il faudra que Renaissance prenne des propositions qui ne viennent pas d'elle, sauf que, encore une fois, je pense que c'est dit de manière négative, puisque ils n'aiment pas qu'on résiste à leurs idées, donc, et surtout que là, malgré tout, je trouve qu'elle a un peu raison, puisque il faudra bien évidemment que Renaissance fasse du consensus, mais je pense que c'est un simulacre de consensus en réalité, puisque ceux qui décident au final, ce sont les Républicains, qui ne sont pas réellement une antichambre du macronisme, je dirais plutôt des espèces de sous-fifres d'OP, qui ne font pas du zèle, qui font un peu de résistance de temps en temps, mais qui vont céder contre la menace du fascisme, du communisme, etc. Vous connaissez les poncifs macroniens. Donc, deuxième sujet que je voulais aborder, bien évidemment, l'inflation. Alors, on a cet article en grande surface, la dégringolade des marques continue. L'inflation, on en parle, sauf que j'ai l'impression que c'est devenu un sujet un peu tabou. On en parle de moins en moins. J'ai l'impression que c'est une espèce de réalité que les gens ont intériorisé. On a accepté le fait qu'on allait vivre dans un pays où les prix augmentent de mois en mois. On voit les différences de prix. Je ne sais pas vous, mais mon portefeuille en pâtit énormément, puisque ce que je pouvais m'acheter, on va dire, pour 50 €, aujourd'hui, je peux acheter beaucoup moins de choses. L'autre jour, j'étais au supermarché, je raconte ma vie, je m'en fous. J'étais au supermarché, j'ai acheté une brique de lait, 3 oignons, une gousse d'ail, ça m'a coûté 7 €. Voilà, donc ça fait un petit peu mal. C'est des trucs de première nécessité, les prix continuent à augmenter. Donc on a ce passage que je voulais vous lire. L'évolution des prix n'est pas de nature à enrayer ces tendances. Certes, l'inflation décélère, elle atteint 13,6% en juillet sur un an contre 15,2% en juin et 16% en mai. Mais l'inflation ralentit moins vite chez les marques nationales que chez les MDD. MDD, ça veut dire marque de distributeurs. C'est en gros les produits Carrefour, les produits Ecoplus, les produits Monoprix. Une conséquence du refus des industriels de renégocier les tarifs de leurs produits. Je dirais même jusqu'à dire que c'est aussi une excuse des industriels de continuer à faire de la marge sur l'inflation et de justifier ça par le fait qu'il y ait de l'inflation. Et je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui vont gober ce discours. Donc en effet, l'inflation décélère, ça ne veut pas dire que les prix stagnent, ça veut encore moins dire que les prix augmentent, non, ça veut dire que les prix continuent à augmenter, mais de façon moindre. Donc à la place de passer de 4 à 5 €, un prix passera de 4 à 4,9 €, ce qui n'est pas réellement une amélioration. Loin de là, on est toujours dans l'inflation. Et je pense qu'à la rentrée, eh bien, on aura les parents qui vont devoir acheter des trucs pour leurs gosses. On aura aussi les parents qui auront fait leur premier gosse qui vont se rendre compte du poids de l'inflation. On aura les gens qui rentrent de leurs vacances, puisque les vacances, ça permet d'inhiber certains sujets, dont l'inflation. Les gens vont rentrer de vacances, ils vont se remettre à travailler, ils vont se remettre à devoir faire des courses, à devoir vivre tout simplement. Et ils vont aller sortir, ils vont aller dans des bars, dans des cinés, ils vont aller voir des pièces de théâtre contemporains pour les plus parigots d'entre nous. Et ils vont se rendre compte que les prix augmentent de façon faramineuse. Donc je pense que qu'on sera obligé de parler de l'inflation, si en tout cas les politiciens ne veulent pas qu'il y ait une nouvelle crise des gilets jaunes, où les gens considèrent que les politiciens sont trop déconnectés du réel. Donc le sujet de l'inflation, je vous en parle puisque personne n'en parle aujourd'hui et j'ai l'impression que c'est un peu comme l'environnement. C'est-à-dire que oui, on est conscient qu'il faut en parler, sauf qu'on a tellement matraqué ça dans la tête qu'au final, ça ne fait plus d'effet. Les gens ne cliquent pas. On sait exactement ce qu'on va lire dans un article sur le réchauffement climatique, comme on sait exactement ce qu'on va lire dans un article qui traite de l'inflation.
Et pourtant, c'est quelque chose qui impacte réellement la vie des gens. Donc là, cet article-là, ça se concentre plus sur le fait que la dégringolade des marques continue, c'est-à-dire que les gens, ils ont moins tendance à acheter des marques, ils ont plus tendance à se rabattre sur les marques de consommateurs, les produits Carrefour, les produits Lidl. Est-ce qu'il existe des produits Lidl? Je ne pense pas. Produits Monoprix, tout ça. Bref. Ces produits-là, qui sont souvent des produits de premier prix, c'est-à-dire que c'est les trucs que tu vas trouver en bas ou en haut dans les rayons qui ne sont pas au niveau des yeux et qui représentent les tranches de prix les moins basses pour un même produit, eh bien les gens achètent de plus en plus, et deux raisons. Je pense qu'il y a l'inflation qui est en jeu, bien évidemment, mais il y a aussi le fait que, à l'instar de Carrefour et de Monoprix, eh bien les marques qui sont dans les magasins, maintenant les grands distributeurs les imitent leur emballage, ils imitent le style graphique qu'on trouve sur les emballages, ils imitent les discours, les appellations, donc au bout d'un moment, je pense que c'est juste que les gens vont voir qu'il y a quelques dizaines de centimes de différence avec le produit original, ils vont acheter la copie conforme qui est produite et vendue par le distributeur. Donc voilà, je pense qu'on peut passer au sujet suivant, c'est-à-dire les Européens... Ah non, oui, pardon, les Européennes. On a cet article, Made in, face à la polémique, Édouard Philippe annule à son tour sa venue aux universités de ELV. Alors, j'ai parlé de ELV, Europe Écologie Les Verts, qui va se renommer les écologistes ou les écolos ou un truc comme ça. Je n'ai pas exactement compris ce qu'ils allaient faire, mais on parle des écolos puisque je pense que les écolos et la gauche vont être complètement désunis lors des prochaines élections, bien évidemment les élections européennes. Et bon, pour les élections sénatoriales, malheureusement, c'est un petit peu plus anecdotique, puisque les gens ne vont pas voter directement, donc ça intéresse beaucoup moins de gens, bien évidemment, même si c'est le Sénat qui a un calendrier électoral qui n'est pas du tout calqué sur les législatives ou les présidentielles. Ça devrait intéresser les gens, et surtout que le Sénat représente les collectivités, donc ça devrait intéresser plus de monde, mais malheureusement, ça n'intéresse personne, et c'est assez légitime dans le sens où les Français ne votent pas. Mais il y aura les européennes où là les Français devront voter. Je pense que la gauche sera complètement désunie et je pense qu'on va assister à un effondrement des écolos et c'est pour ça que je vous présente cet article. Énormément de responsables ont annulé la venue aux universités d'été de Europe Écologie Les Verts. Donc on a Édouard Philippe, on a lundi les maires écologistes de Bordeaux, Pierre Urmy et de Strasbourg, Jeanne Barzeguian, avaient annoncé qu'ils ne se rendront pas à l'université d'été de leur parti, une décision commune qui a un peu plus fracturé ELV, dont les divisions idéologiques éclatent au grand jour depuis quelques semaines. La très médiatique députée Sandrine Rousseau s'est d'ailleurs désolidarisée de la direction du parti à la fleur et a indiqué mardi sur BFM TV qu'elle posera la question de savoir s'il avait compris ce qu'il avait fait. Donc on a la polémique avec Made in qui a publié un tweet antisémite et ça n'a pas plu aux gens. Et surtout en partant du principe que Made in il est en train de faire la tournée des partis de gauche. Il y a LFI, il y a Europe Écologie Les Verts, il est en train d'aller à toutes leurs universités d'été et il a du mal à se détacher de sa réputation qui est autant une réputation d'islamiste que d'opportuniste, que d'antisémite, puisque le mec côtoyait des gens qui avaient la réputation d'être antisémites, comme par exemple Dieudonné, Soral, etc. Ça le dessert complètement. Et le fait que ELV ait gardé le silence pendant très longtemps sur le fait qu'ils avaient invité Made in qui a très 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 mauvaise réputation, eh bien je pense que ça va contribuer au fait qu'ils vont complètement s'écrouler. ELV vont s'écrouler dans les votes et surtout il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est Sandrine Rousseau, puisque Sandrine Rousseau a fait complètement dévier la ligne du parti. On est parti sous Jadot d'un parti politique qui était de centre-gauche, écologiste, européiste, voire un peu libéral sur les bords, un parti qui verse dans le wokisme le plus ridicule, notamment sur Twitter, où les gens se foutent de la gueule. C'est pour ça qu'ils disent que Sandrine Rousseau est très médiatique. Non, c'est pas qu'elle est très médiatique, c'est que les gens parlent d'elle, puisqu'on aime bien parler de trucs qui font réagir et de trucs complètement stupides. Sandrine Rousseau n'est jamais correcte aux yeux des gens qui la critiquent. En fait, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, elle se fait complètement allumer. Donc, ces deux éléments vont concourir à la chute de ELV. Je dirais même un troisième élément, c'est le fait que les idées prônées par ELV aujourd'hui sont prônées par la France Insoumise, alors que la France Insoumise a un électorat beaucoup plus fidèle et beaucoup plus solide que ELV, qui, je vous le rappelle, est constitué essentiellement de bobos écologistes ultra-urbains qui font partie d'une certaine bourgeoisie salariée. Donc,
Autre pronostic pour les européennes, je pense qu'on va assister encore une fois à un scénario similaire aux dernières élections, c'est-à-dire un score très très serré entre Marine Le Pen et Macron. Marine Le Pen pourrait s'en sortir en faisant une liste commune avec Zemmour, mais croyez-moi, ça n'arrivera jamais. Les militants de ces deux partis se détestent, et en plus, ils ne représentent pas du tout la même idéologie, car Marine Le Pen s'adresse à la France périphérique, Éric Zemmour s'adresse aux franchouillards citadins, qui en a marre de voir des immigrés partout, qu'on se le dise. J'essaie d'être un peu neutre, mais voilà, il n'y a pas moyen de présenter cette ligne autrement. Et aussi, Zemmour s'adresse également aux gens qui ont de la thune et qui vivent dans les villes ou alors dans les espaces périurbains, mais des espaces périurbains qui ne souffrent pas de cette distance avec la métropole, autant économique que sociale, que sociétale et surtout politique. Donc, on va dire une France périphérique, une France de banlieue riche, ce n'est pas la banlieue des Gilets jaunes. La banlieue des Gilets jaunes, c'est quelque chose que Marine Le Pen essaie de représenter. Voilà, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Moi, en tout cas, je pense que ça a été l'erreur d'Éric Zemmour, c'est qu'il ne s'est pas suffisamment adressé aux Français pro de base, alors que ça pouvait potentiellement représenter un électorat qu'il aurait pu piquer à Le Pen. En plus, il y avait l'effet de nouveauté, donc je pense que Zemmour aurait pu essayer de tabler là-dessus. Donc Zemmour, s'il fait liste tout seul, je pense qu'il peut espérer potentiellement avoir un score plus élevé qu'à la présidentielle. Je vous parle de Marine Le Pen et Zemmour, puisque la raison pour laquelle la gauche avait réussi à faire tenir la NUPES pendant les élections présidentielles, ce qui aujourd'hui est... on le voit, c'est un échec. La NUPES ne tient absolument pas et ne tiendra pas pour les européennes. Les européennes, il y a déjà des responsables qui ont annoncé qu'ils ne soutiendraient pas une liste commune. Eh bien, ils avaient réussi à faire tenir la NUPES pendant la présidentielle parce qu'il y avait la menace de Zemmour et de Le Pen. Donc, c'était ce qui décrivait comme étant le retour aux heures les plus sombres de notre histoire, sauf que on parle des élections présidentielles qui sont les élections les plus importantes de France de très loin. Et là, on parle des élections européennes qui motivent beaucoup moins de gens, qui sont inconsciemment considérées comme plus anecdotiques, puisque on pense, et c'est assez juste, qu'elles ont assez peu d'impact sur la politique française. Donc je pense que la NUPES ne réussira pas à tenir, puisque c'est ce qu'ils qualifiaient d'ennemis. Donc c'était la raison principale pour laquelle ils avaient réussi à faire tenir la NUPES, et maintenant ça ne se joue plus, parce qu'il y a beaucoup moins de gens, les élections européennes intéressent beaucoup moins de gens, et surtout elles ont tendance à être beaucoup moins clivantes. Je pense tout simplement que les partis de gauche vont utiliser les élections européennes comme une tribune pour se démarquer, pour faire campagne, pour exister dans le champ politique, en prévision des prochaines élections présidentielles et des élections législatives. Donc, on a aussi cette fameuse loi immigration de Macron, pardon, c'était aussi un article sur les européennes, écolo et insoumis toujours en désaccord, et oui, il fallait que je vous parle de ça. J'en ai déjà suffisamment parlé, la NUPES ne tient pas puisqu'il y a beaucoup trop de querelles entre les différentes tendances. C'est impossible de réconcilier Roussel, Mélenchon et Sandrine Rousseau. Ce sont trois personnalités qui représentent trois idées de la gauche qu'il est impossible de concilier, à moins de certains compromis très rares, surtout à gauche. Donc, on a aussi cet article, donc il y a le fameux, je vais passer très rapidement dessus, le fameux projet de loi immigration de Macron. Donc c'est traité ça m'étonne assez puisque c'est traité dans les médias comme étant quelque chose de nouveau, quelque chose de percutant. Macron qui va faire une loi sur l'immigration, alors qu'en France, c'est tous les 2 ans la loi sur l'immigration, c'est comme le budget, mais une fois tous les 2 ans. Donc je pense que Macron, vu que la Macronie s'est démarquée par le fait de ne pas avoir d'idéologie, de ne pas avoir de ligne directrice, je pense que Macron va essayer, dans le cadre du thème de l'immigration, il va essayer de se montrer un peu conciliant, entre guillemets, je place de gros guillemets ici, puisque je pense qu'il va essayer de faire un truc du genre, on va restreindre pour contenter tout le monde, sauf que personne n'est dupe, donc ça ne marche pas. Il va essayer de restreindre en effet l'immigration. Je pense qu'il va se concentrer plus que nécessaire sur les étudiants, ça c'est très connu en relations internationales. Quand un pays veut restreindre l'immigration, il s'en prend essentiellement aux étudiants. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile. Je pense que, bref, parenthèse à part, il va réduire un tout petit peu l'immigration, et à côté de ça, il va il va améliorer et faciliter certaines procédures, il va améliorer les conditions de vie des immigrés, et il a même annoncé qu'il allait régulariser des immigrés illégaux, notamment pour ceux qui sont employés dans des métiers dits en tension. C'est un très grave
aveu d'échec de la politique migratoire française qui depuis les années 70-80 est un échec total, autant en termes démographiques qu'en termes d'acculturation, qu'en termes d'assimilation, tout ça, bref, ça a été un échec. Donc je pense pas que ce soit controversé de dire ça, autant à gauche qu'à droite, tout le monde critique la politique migratoire de Macron. La gauche critique la politique migratoire plutôt, je dirais plutôt française, puisque on a foutu plein d'immigrés dans des espèces de gros HLM, des espèces de gros blocs inspirés par l'Union soviétique, ce qui pouvait donner que des conséquences désastreuses. Et bien évidemment, la droite critique la politique migratoire française pour des raisons d'identité, de démographie, de religion, d'identité nationale, etc. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire et je pense que ça ne va faire que confirmer le fait que la Macronie ne dispose pas d'idéologie. Donc on a ensuite le dernier sujet, je ne vais pas m'attarder dessus, c'est la rentrée de LR et la rentrée aussi de Nicolas Sarkozy qui a emboîté le pas à beaucoup de ses collègues en politique en sortant un bouquin qui s'appelle Le temps des combats, qu'on disait prévu pour le 22 août, mais que ça fait une semaine que je vois ces trucs quand je vais au Furet du Nord ou alors quand je passe à côté d'un relais dans une gare. Ce bouquin est sorti il y a quelques jours, je ne sais pas exactement comment ça se passe, si quelqu'un bosse dans l'édition, s'il vous plaît, vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, pourquoi est-ce qu'un bouquin qui est censé sortir à une date paraît dans les kiosques une semaine avant. Je ne sais pas comment ça se passe, en tout cas ça m'a un peu étonné quand je l'ai vu à Relais la dernière fois. Donc je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà fait une vidéo, mais je pense que Nicolas Sarkozy va soutenir, il a déjà plus ou moins adoubé symboliquement, il va soutenir Darmanin, puisque c'est vrai que Darmanin ressemble beaucoup à Sarkozy, c'est quelqu'un qui parle d'insécurité. Darmanin est allé jusqu'à traiter Marine Le Pen de personnalité trop molle par rapport à sa vision de la politique migratoire. Faut le faire quand même, surtout à Marine Le Pen, c'était un moment de la vie politique française qui était assez fascinant, ils se sont retrouvés tous les deux en débat. Je vous conseille de revoir ce débat d'ailleurs, il est assez parlant. Darmanin est très proche de Sarkozy à beaucoup d'égards et les deux ont été là. Donc Darmanin, il est actuellement ministre de l'Intérieur. Je pense que Sarkozy va soutenir Darmanin pour les européennes. D'ailleurs, sujet dont je n'ai pas parlé, les européennes pour Macron. Je pense que Macron va faire un peu comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'il va prendre quelqu'un au hasard sorti de nulle part de la Macronie, comme tous les Macron Boys, les diplômés de grandes écoles, les sous-fifres comme je les appelle. Il va en prendre un au hasard et décider qu'il allait guider une liste aux européennes parce que Macron a toujours une incertitude par rapport aux élections européennes, donc on va voir ça. Donc comme ça, si ça foire, on peut accuser le candidat et si ça marche, on peut remercier le grand seigneur Jupiter Macron. Donc je pense, pour revenir à Sarkozy, qui va soutenir Gérald Darmanin pour les européennes, pour mieux préparer l'entrée de Nicolas Sarkozy à la présidentielle. Je pense sérieusement que Nicolas Sarkozy va se représenter à la présidentielle en 2027. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Il parle de tout. À chaque fois qu'il parle, il y a 10 articles dans la presse qui sortent sur lui. À chaque fois qu'il s'exprime par rapport à un sujet, peut-être que c'est parce que les médias ne savent plus quoi dire, ils savent plus quoi sortir comme grande ligne. Peut-être que c'est pour ça qu'ils font ça, mais en tout cas, Sarkozy est de plus en plus présent et les gens semblent avoir oublié toutes ces histoires de comptes de campagne, de potentielle corruption, plein de scandales comme ça, je sais pas, c'est assez bizarre, les gens semblent avoir oublié que Nicolas Sarkozy est loin d'être blanc comme neige par rapport à son casier judiciaire et à ses antécédents, pardon. Donc, on arrive à la fin de cette chronique, dites-moi ce que vous en pensez, et dites-moi quels sont vos pronostics à vous pour la rentrée politique 2024, 2023, je pense peut-être que j'ai déjà dit, est-ce que j'ai déjà dit 2024, rentrée politique 2024 dans cette vidéo. Je parle de 2023, juste au cas où, pour faire une espèce de correction, je parle de la rentrée politique 2023, pas 2024. Dites-moi ce que vous en pensez, et est-ce que vous avez des pronostics, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer, puisque cette rentrée politique s'annonce, j'ai très hâte, perso je sais pas vous, mais j'ai très hâte parce que ça s'annonce très très mouvementé, ça s'annonce très très distrayant et ça fera du grain à moudre pour ma chaîne, surtout depuis que je fais une vidéo par jour. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, salut!